Ça fait un peu écho à mes réflexions les plus récentes sur le système éducatif, et c'est ce dont je vais parler, et pas seulement sur l'école. C'est un peu ce que j'ai proposé, la nécessité de l'institution face aux incertitudes contemporaines, enjeux et leviers pour une école émancipatrice. Alors avant de développer un peu ce point, je voudrais simplement dire que, peut-être expliquer un peu les raisons de ce type d'interrogation. Quand j'ai commencé à travailler sur le système éducatif, en fait, très vite, je me suis aperçu que notre école, elle est traversée par de nombreuses contradictions. C'est-à-dire, en gros, par exemple, sur la question des parcours des élèves, je voyais bien qu'il y avait loin entre ce que l'on dit, à savoir travailler sur le projet de chacun, et la gestion des flux qui reste quand même une question fondamentale de notre système. Gérer des flux, travailler sur les projets, c'est des choses qui sont un petit peu contradictoires. La deuxième chose qui m'a amené à travailler sur l'école, c'est en fait que ce système éducatif repose sur une promesse qui est celle de l'égalité des chances. Et en fait, on s'aperçoit très vite que l'égalité des chances, ça apparaît davantage comme une abstraction et que ça reste à construire. C'est-à-dire, en clair, c'est un beau principe auquel tout le monde est attaché, et en même temps, on s'aperçoit que l'égalité des chances ne fonctionne pas réellement dans la mesure où les individus ne sont pas égaux vis-à-vis de la compétition scolaire, mais aussi parce qu'il y a souvent, et c'est vraiment un sujet, je pense aussi d'actualité, qui va devenir d'actualité, souvent il y a un écart entre les principes généraux auxquels les individus sont attachés, comme celui de l'égalité pour tout le monde, et dès qu'il s'agit de leurs propres intérêts, ça devient une question un peu plus subjective. Donc je ne vous cache pas le fait que parfois on est un peu dans une sorte de, je dirais pas une sorte de désarroi, mais en tout cas on s'interroge sur ces écarts qui peuvent exister entre les principes et la réalité. Le titre que j'ai proposé, bien sûr, c'est cette question de ce que j'ai appelé la nécessité de l'institution face aux incertitudes contemporaines. Et pour l'exposer un peu autrement, je vais expliquer aussi pourquoi je me suis interrogé sur la notion d'incertitude. Simplement, nous sommes dans une crise dite sanitaire, qui n'est pas que sanitaire, comme vous le savez. Et comme vous, quand même, quand il y a eu le premier confinement auquel on a été confronté, quand il a fallu aussi créer et maintenir une continuité pédagogique, je me suis aperçu que peut-être que nous avions tendance à souvent critiquer les institutions, mais pour le coup, ce sont les institutions qui ont tenu. Et donc l'idée aussi, c'est d'essayer de montrer dans quelle mesure l'institution est nécessaire, mais à condition de l'humaniser. Donc en fait, ça va être le propos de mon intervention, parce que nous savons que traditionnellement, on a toujours tendance à dire l'école, les institutions, l'école, l'hôpital, le travail social, etc., sont des institutions qui brident les libertés, alors même qu'on a vu qu'elles sont nécessaires, mais pas à n'importe quelles conditions. Alors, pour développer mon propos, je vais simplement venir à ce premier point que je vais développer avec vous, finalement l'origine de ce questionnement, ou comment la critique récurrente de l'institution scolaire a été contrebalancée par la redécouverte du rôle institution de l'école. Pour développer ce point, je vais partir d'un exemple très concret, là aussi qui m'a amené à plusieurs reprises à réfléchir, vous avez évoqué tout à l'heure sur la voie professionnelle. Quand on prend par exemple les élèves dits décrocheurs, quand on dit décroche de l'école, c'est quand même assez étrange que 7 élèves sur 10, quand on les interroge, vous disent « je suis à la recherche d'une formation ». Ce qui quand même est un peu surprenant parce qu'on se dit ce sont des jeunes qui sont contre l'école, et voilà des jeunes qui demandent une formation. Autrement dit, ils ne sont pas contre l'école, ils sont contre un type d'école. Et nous avons vu pendant le confinement, par exemple, qu'il y a des élèves qui n'étaient pas habitués à faire un travail scolaire chez eux, demander du travail scolaire. Et je pense en particulier à des élèves de la voie professionnelle. Comme s'il y avait quelque chose qu'on attendait de l'école, auquel l'école n'a pas suffisamment répondu et que tout d'un coup, ça devient effectivement quelque chose de structurant pour une partie de nos publics. Le point de départ a été justement cette question du confinement et ce que j'ai appelé la nécessité de l'institution. Donc, grosso modo, et pour aller assez vite sur cette première idée, nous avons
une école qui fait l'objet de vives critiques, hein, ce n'est pas quelque chose de découverte pour vous, et souvent si on critique l'école, c'est parce que nous demandons beaucoup à l'école. Hein. Donc en fait, cette critique de l'école a été perçue historiquement comme quelque chose de critique récurrente, parce qu'on attend de l'école pas seulement l'accès au savoir, l'accès à la citoyenneté, la préparation à l'insertion professionnelle, enfin il y a un certain nombre de demandes qui font que l'école n'a jamais été finalement une institution apaisée. Je la qualifie d'ailleurs comme étant un objet passionnel, hein, parce que tout le monde a quelque chose à dire sur l'école, et je vous passe un petit peu les débats qui peuvent animer, y compris parfois, les cercles familiaux. Et donc, la question du système scolaire qui fait l'objet de critiques, elle renvoie souvent à cette idée que c'est un système lourd, c'est vrai, un système aussi qui est un peu immuable, on a l'impression qu'il ne bouge pas, mais il suffit de rappeler que si vous revenez 25 ans en arrière, vous apercevez que l'école d'il y a 25 ans ne ressemble pas totalement à l'école d'aujourd'hui. Donc il y a des évolutions, mais ce sont des évolutions qui sont lentes, qui se font souvent d'ailleurs, quand on fait un peu d'histoire, sous l'effet de crise ou sous l'effet finalement de moments qui peuvent venir effectivement perturber cette institution, ce qu'on appelle la forme scolaire. C'est aussi une institution qui est souvent critiquée pour imposer une forme de sélection, pour ne pas être forcément bienveillante, pour créer aussi de la déception, du désarroi. Et clairement, on s'aperçoit par exemple aujourd'hui que quand on veut défendre une école de la coopération, une école finalement de l'épanouissement, ça ne va pas toujours de pair avec une école de la sélection. Donc ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur une des formes de contradiction de notre système éducatif. Et en même temps, voilà des critiques régulières. Je vais prendre un exemple hein, que vous connaissez sans doute quand vous lisez les travaux d'historiens. Il y a un auteur qui a finalement influencé beaucoup les travaux en sociologie de l'éducation. Je suis sociologue on va dire de formation, mais aussi d'approche que j'ai des phénomènes plutôt en termes de sociologie de l'éducation et politique publique. Un auteur, par exemple, comme Michel Foucault, que vous connaissez, qui a écrit plusieurs livres sur la société disciplinaire, termine un livre qui s'appelle « Surveiller et punir » par cette phrase « L'école ressemble aux prisons, ressemble aux usines, ressemble aux casernes », donc une école qui bride les libertés. Et c'est vrai que dans les sciences sociales, on a souvent considéré que les institutions sont des institutions très contraignantes. Et voilà que l'hypothèse que je défends, c'est de dire qu'elles peuvent être aussi libératrices, mais à un certain nombre de conditions. Donc en fait, c'est à partir de cette expérience du confinement et du déconfinement que nous avons vu, par exemple, des élans de solidarité qui sont manifestés. Le fait aussi que finalement une institution n'existe que par ses acteurs qui ont su faire face, avec des résultats plus ou moins mitigés, mais tout de même, ils ont essayé de faire. Et on voit aussi que, vous avez remarqué aujourd'hui, si vous travaillez sur la question, par exemple, des étudiants ou de la souffrance étudiante, que le fait d'avoir été en confinement a montré à l'évidence l'importance des sociabilités pour grandir. Et donc, c'était vraiment un moment qui rappelle que cette institution est nécessaire et peut-être qu'il faut aussi, et même sans doute, la retravailler et en voir les évolutions. Donc une question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est au fond, à quoi ressemblera l'école de demain ? Si on veut être dans une perspective prospective, quel défi devra être relevé dans une société marquée par des crises, des incertitudes ? C'est le terme que j'utilise, qui montre à l'évidence qu'au lieu de faire des incertitudes uniquement des sources d'inquiétude, il faut peut-être imaginer que les incertitudes deviennent aussi source d'imagination et de réponse, de créativité. Et on voit aujourd'hui qu'à côté de différents problèmes sociaux, politiques, etc., les incertitudes vont devenir notre quotidien et comment faire avec ces incertitudes. Alors, la possibilité, le premier pari qu'on peut faire, c'est de dire on va faire le pari que les incertitudes sont une occasion pour réenchanter les savoirs. Alors, réenchanter les savoirs, j'ai échangé d'ailleurs récemment avec un de mes collègues, chercheurs, et pour voir aussi parfois quelques bizarreries de notre système éducatif. Par exemple, il y a quelque chose qui ne fait pas encore l'objet de débat aujourd'hui, et depuis plusieurs années, c'est quelle est la nature des savoirs qu'on doit enseigner à l'école. Nous avons tous des programmes, il y a des disciplines, il y a des diplômes à préparer, mais la question de quelle est la nature, pour quelle finalité, c'est une question qui n'est pas posée. Donc, savoir qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qui mérite d'être enseigné, ça a fait l'objet de différents travaux, mais sur le plan institutionnel, ça n'est pas interrogé. Et puis il y a un deuxième absent qui peut paraître très surprenant, c'est en fait l'élève. C'est quand même curieux. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des élèves, mais la place des élèves dans l'école,
qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à faire, si ce n'est autour de des expressions du genre faisant en sorte qu'ils soient des citoyens, faisant en sorte qu'ils soient aussi des délégués engagés, etc., c'est quand même assez étrange. Or, interroger l'école à travers le réenchantement des savoirs, ce n'est pas un projet ou une idée que j'avance au hasard, c'est parce que durant le confinement, durant tous les débats qui ont eu lieu autour, par exemple, des problèmes sanitaires, des problèmes de santé, je voyais bien comme vous que nous avions une profusion d'informations sur le virus, sur est-ce qu'il était opportun ou pas de vacciner les gens, etc. Et vous avez des élèves qui, évidemment, regardent la télévision et qui vous disent « mais effectivement, on a vu des débats et il y en a qui sont pour et ceux qui sont contre ». Et réaliser, par exemple, que lorsqu'il y a des débats entre, y compris des scientifiques, il peut y avoir des enjeux non scientifiques derrière des débats scientifiques, ça demande de la part des élèves, effectivement, une certaine lucidité. Ça veut dire qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir, parce qu'il y a aussi des enjeux d'existence, des enjeux aussi, y compris en scientifique, parce qu'on sait aussi qu'il y a des rapports de force. Donc ça veut dire que, fondamentalement, quand je parle de réenchanter les savoirs, c'est parce qu'un des grands risques que nous observons aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, et en France en particulier, c'est le risque du relativisme, c'est le risque de tout se vaut, et qu'une information vaut aussi une analyse scientifique. Par conséquent, si on devait imaginer pour notre école le futur une des missions fondamentales, ce serait l'éducation, ce que j'appelle à l'esprit éclairé et à l'esprit critique. Et vous voyez bien tout le chemin qui reste à parcourir dans une société saturée d'informations et dans une société aussi, comme vous le savez, qui connaît une certaine fragilisation de l'institution scolaire dans la mesure où elle n'est plus la seule à transmettre la culture. Donc on voit bien que cette question de l'esprit critique et réenchantement du savoir va être un enjeu majeur, notamment sur la démarche scientifique fondée sur la preuve. Le deuxième point deuxième objectif d'une école instituante, c'est une école qui effectivement doit favoriser la justice, l'inclusion, les apprentissages aussi, qui rapprochent et renforcent les liens entre les élèves. Sur l'inclusion, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il me semble là qu'il y a un vrai aussi défi à relever. Au-delà de l'inclusion au sens institutionnel du terme, je fais l'hypothèse que l'inclusion, c'est aussi une manière de concevoir les rapports sociaux et les rapports humains en faisant en sorte que ce que j'appelle la marge, c'est-à-dire des élèves, des publics qui n'entrent pas entre guillemets dans les normes institutionnelles, viennent interroger les normes pour qu'elles évoluent. Donc en fait, il y a un enjeu aussi de démocratisation, un enjeu aussi d'égalité des chances. Une école aussi instituante sera aussi celle de la pédagogie coopérative, gage d'une meilleure confiance en soi, d'un dialogue renforcé, notamment avec les parents, mais aussi de l'émancipation intellectuelle et du déterminisme. Et je termine par rapport à cette première entrée, c'est le fait de parier sur l'esprit critique, comme je disais à l'instant, qui me semble être véritablement une question majeure à prendre, on va dire, en considération et au sérieux. Donc ce qui m'amène à un deuxième point qui est celui de l'école, un observatoire, ce que j'ai appelé finalement l'observatoire privilégié des incertitudes du monde contemporain. Alors peut-être que simplement rappeler une évidence pour vous, c'est qu'en fait l'école en France, comme vous le savez, elle a tellement d'emprise sur les individus que tout le monde a intériorisé le fait que, hormis de l'école, il n'y a pas vraiment de salut. Je parle de façon très générale, hein. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne systématiquement ainsi. Autrement dit, nous savons qu'en France, on donne plus d'importance aux diplômes qu'ailleurs et que les inégalités sociales de réussite sont davantage renforcées par l'école qu'elles ne sont réduites par l'école. Vous voyez, quand on parle par exemple des enquêtes PISA que vous connaissez, à chaque fois on dit finalement l'école en France fait réussir les meilleurs élèves et renforce les difficultés des élèves en difficulté. Et en fait on oublie de préciser une chose, c'est qu'en fait elle renforce les inégalités de réussite plus que les inégalités de revenus. Ça veut dire qu'il y a plus d'inégalités de réussite scolaire entre enfants selon les catégories sociales, renforcées par l'école, que d'inégalités de revenus. Si vous comparez avec des pays où il y a des inégalités de revenus comme le Québec, vous avez des inégalités de revenus plus fortes entre les catégories sociales que les inégalités de réussite. Donc il y a un petit effet, c'est
pour ça que, alors je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, ici dans cette occasion, mais c'est aussi les effets d'établissement. C'est-à-dire qu'on a aussi des situations, des contextes qui peuvent produire ou réduire les inégalités. Or, si je pars de cette idée, c'est parce que, effectivement, l'école est une institution qui est évidemment été inscrite dans la mémoire collective, elle joue un rôle important, et en même temps, c'est un observatoire. C'est un observatoire aussi de ces inégalités qui sont cumulatives. Alors, d'abord, pour revenir à cette question des inégalités, la société aujourd'hui, je ne vous cache pas, comme vous le savez, c'est une société qui est marquée donc, par des incertitudes, qui se double d'inquiétudes. Quand on voit un certain nombre de sujets d'actualité, par exemple les questions de l'écologie, des questions aussi de désordre sociopolitique, de tensions, terrorisme, des populismes qui sont émergents, et on le voit. Quand vous comparez différents pays, la tentation populiste de ce qui prend différentes formes, elle est bien réelle. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans avoir des effets sur des comportements, sur le ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de l'école, peut-être vis-à-vis de promesses non tenues. On a aussi cette question qui est au fond, quand on voit les élections, c'est un certain désengagement et une certaine défiance. Il y a des gens qui ont travaillé sur la forme de société de défiance en disant, finalement, les individus croient de moins en moins dans les institutions parce que les institutions annoncent une promesse qu'elles ne tiennent pas. Et donc, ça conduit aussi à une certaine défiance, méfiance, dans un contexte un peu si vous voulez, de retrait de la vie sociale. Et ça pose quand même quelques questions sur la démocratie. On pourra d'ailleurs échanger sur ce point si vous le souhaitez tout à l'heure. Et donc, ce qui amène... je vais à l'envers, vous voyez, donc je vais suivre un peu le cheminement. C'est une école aussi, le deuxième constat qu'on peut faire, c'est une école qui est confrontée, comme vous le savez, à ce qu'on appelle des questions socialement vives. Alors les questions socialement vives, c'est en général ce qu'on appelle les questions qui sont des questions de société qui s'invitent à l'école. C'est traditionnellement, quand vous disiez, dans les années 50-60, parler de la question de l'environnement à l'école, ce n'était pas vraiment un sujet. Parler de la question d'égalité homme-femme, ça apparaît plus récemment historiquement. Et donc, l'essor de ce qu'on appelle les éducations A, développement durable, éducation à la sexualité, éducation à la citoyenneté, etc., montre à l'évidence que l'école doit faire face à une nouvelle demande sociale. Elle n'est pas toujours préparée. Elle fait ce qu'elle peut, on peut le dire, mais en même temps, ça veut dire aussi que l'école n'est plus seulement le lieu de la transmission des savoirs, c'est aussi le lieu de transmission ou de construction du citoyen, de la culture, transmission aussi parfois si vous voulez, de façon d'être. Et on voit bien quand on dit des questions socialement vives, ce sont des questions qui ne se posent pas de la même manière que de transmettre un savoir. Si vous faites un cours de mathématiques ou si vous faites un cours d'art plastique, à la limite, vous savez que vous n'abordez pas exactement le même sujet que si vous dites on va éduquer à l'égalité des genres. Parce que là, très vite, ça renvoie à des représentations, ça renvoie à des cultures. Et je le dis d'autant plus que nous avons rendu un rapport d'inspection générale 2013 sur l'égalité filles-garçons à l'école, qui montrait bien que d'abord, cette thématique qui est fondamentale, démocratique, et qu'il faut bien sûr défendre, est une thématique qui ne parle pas aux parents de la même manière selon les CSP. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur comment notre école parle aux usagers et selon quel modèle. Donc les questions socialement vives montrent à l'évidence que l'école doit s'ouvrir et s'ouvre un peu sur son environnement et on le voit à travers toutes ces thématiques qui renvoient finalement à des représentations, à des cultures, aussi et engendrent parfois des malentendus. Donc, partons de ces deux observations, finalement, à la fois un contexte marqué par des incertitudes, un contexte marqué aussi par l'émergence des questions socialement vives, nous arrivons à cette idée, finalement, quels sont les défis à relever, qui ne sont pas tous nouveaux, mais qui demandent sans doute encore à être reposés. Et je dirais un mot, comme je disais tout à l'heure, notamment évoqué tout à l'heure, sur l'école inclusive. D'abord, il y a le défi toujours de la lutte contre les inégalités sociales d'apprentissage, tout en élevant le niveau de qualification. Nous savons que cette question de la formation, c'est une question fondamentale parce qu'elle engage des futurs citoyens, parce qu'on sait aussi qu'il y a un enjeu de démocratie. Et je commençais tout à l'heure par dire mon parcours professionnel.
j'avais été très frappé dès le début, par exemple, par une chose qui était c'était même contre-intuitif, par le fait qu'il y avait beaucoup d'élèves que je voyais, que ce soit individuellement ou collectivement, qui avaient des projets professionnels précis, mais qui ne donnaient absolument pas de sens au savoir scolaire. Et j'avais l'inverse, c'est-à-dire des élèves qui étaient extrêmement passionnés par ce qu'ils faisaient à l'école, mais qui n'avaient absolument pas de projet professionnel. Ce qui m'a amené d'ailleurs à réinterroger cette catégorie de projet en disant, est-ce que le projet initial conditionne la réussite? C'était ce qui était intuitif au départ, en disant, si j'ai un projet, je vais pouvoir y aller. Ce n'était pas toujours le cas. Et puis ça m'a amené aussi à dire une chose, à laquelle finalement je crois qu'on n'a pas toujours donné toute sa place, c'est le fait que les apprentissages scolaires donnent naissance à des projets. Et c'est en apprenant aussi que les élèves se construisent et s'ouvrent sur le monde. Ce qui m'a amené aussi à réinterroger même, par exemple, la notion de choix ou non-choix d'orientation dans la réussite scolaire. Donc la question des inégalités d'apprentissage, tout en élevant le niveau de qualification, c'est un vrai sujet qui reste encore d'actualité et dont on voit aujourd'hui que, par exemple, cette question-là ne va pas, je n'ai pas le temps de développer, mais elle ne va pas sans réinterroger les modèles de formation. Les modèles de formation. Quand vous échangez avec des étudiants, comme je l'ai fait hier, des étudiants qui préfèrent dire on prépare un bachelor en partie par apprentissage, donc bachelor professionnalisant qui va déboucher sur un niveau licence 3, pour pouvoir après, non pas rentrer dans la vie active, mais poursuivre en master, ça veut dire que le problème n'est pas un problème d'insertion professionnelle, c'est un problème de rapport à la formation pour dire on veut un autre modèle de formation quitte à poursuivre des études. Donc en fait, on a toujours intérêt, quand on travaille sur ces questions-là, à partir aussi de ce que les individus font de ces modèles de formation, et pas seulement une vision un peu descendante sur il faut qualifier tant de personnes par rapport à des besoins ou par rapport à la gestion des flux. La promotion aussi de l'égalité des chances, qui est aussi une des conditions, mais aussi une interrogation sur les conditions de sa réalisation. Quand on parle d'égalité des chances, qui est comme vous le savez, le modèle fondamental de notre école, qui n'apparaît d'ailleurs dans les textes qu'en 1989, en disant « le système éducatif contribue à l'égalité des chances », allons voir concrètement ce qu'il en est. Et quand je dis « allons voir concrètement ce qu'il en est », l'égalité des chances, elle renvoie aussi à une égalité des droits. Elle renvoie aussi à une égalité dans le modèle d'enseignement. Nous savons tous, et la littérature le montre, que tous les élèves ne sont pas exposés au même type d'enseignement, aux mêmes modalités d'enseignement. Alors vous imaginez, les inégalités peuvent aussi être induites par des modèles d'enseignement, et la littérature, évidemment, elle est importante à ce sujet. Ce qui permet aussi de dire, c'est aussi à travers une réflexion sur l'égalité des chances, et on peut aller plus loin sur l'équité, que l'on peut travailler sur des questions qui reviennent souvent, comme la question de la lutte contre l'autocensure, les questions d'ambition, les questions d'émancipation. Là aussi, programme important à venir. La question aussi de la réalisation d'une école inclusive dans une société plus inclusive. Quand on y réfléchit, l'école inclusive, c'est un nouveau modèle, mais c'est un nouveau modèle qui reste encore à développer. Quelle est l'idée sous-jacente d'ailleurs souvent quand on dit l'inclusion? C'est d'abord l'accessibilité, la compensation et l'accès à l'autonomie. En général, c'est plutôt les 3 points qui sont complémentaires. Or, qu'est-ce que c'est qu'une école inclusive? Une école inclusive, c'est aussi une école qui s'interroge sur le vivre, l'apprendre et le faire ensemble. Travailler sur ces dimensions-là me paraît fondamental. Ce n'est pas de dire on inscrit, c'est aussi de mettre des élèves en activité les uns avec les autres et créer des collectifs. On revient un peu sur la notion de coopération. Ça veut dire aussi, si on voulait aller pousser le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'une école sera réellement inclusive dans une société inclusive lorsque les enseignants et les acteurs de l'éducation considéreront que réaliser l'inclusion est à la fois profitable pour l'élève à besoin éducatif particulier, pour reprendre cette formulation, mais aussi profitable pour les autres élèves. Vous voyez, c'est le modèle d'une école, ce que j'appelle, je n'ai pas le temps de développer, une inclusion réciproque dans une société plus juste. Promotion aussi de l'apprentissage du vivre ensemble et de l'exercice de la citoyenneté. Débat actuel, vous l'avez entendu, le ministre l'a évoqué, mais c'est un débat très ancien en fait, c'est-à-dire un débat sur l'instauration d'une mixité sociale dans les écoles. C'est un sujet. Comment on construit une mixité sociale
dans une école qui est aussi prise par un certain nombre de paradoxes. Quand je parlais tout à l'heure de l'égalité des chances, on sait que tout le monde est attaché à l'égalité, mais qu'il y a des comportements qui peuvent être aussi produire des inégalités. Il y a aussi des stratégies urbaines. Ça veut dire qu'il faut travailler sur une société inclusive. C'est par exemple la question des politiques urbaines, des politiques aussi de résidentielles. Et on voit que finalement, l'école apparaît comme un observatoire, comme je disais tout à l'heure, un analyseur aussi de ces paradoxes qui vont au-delà de l'école pour réaliser cette mixité sociale qui, à mon sens, est encore une fois un sujet qui interroge aussi le modèle et les écarts entre les principes et les actes. Bien sûr, l'ouverture de l'école sur les mondes qui préparent à la formation, le recrutement à la formation des enseignants, ce ne sont pas des choses au fond qui se reposent aujourd'hui avec, comme vous le savez, la question des métiers de l'enseignement, qui sont d'ailleurs, on oublie souvent une chose, ce sont ce qu'on appelle en sociologie des métiers du travail sur et avec les autres. Ce sont des métiers du travail sur et avec les autres parce que nous savons que ce sont des métiers qui ne peuvent avoir d'effet que si l'autre auquel ces métiers s'adressent s'engage, donc donne du sens. Et du coup, ces défis m'amènent à revenir, faire un petit mot sur la crise qui n'est pas que sanitaire. Alors je le dis d'autant plus que, comme vous le savez, il y a eu, avant la crise sanitaire, il y avait quand même des mouvements sociaux. Je pense par exemple à la mobilisation des Gilets jaunes. Et la mobilisation des Gilets jaunes, là aussi, on a un exemple typique de ce que c'est qu'un mouvement. Alors il y a débat entre sociologues, est-ce que c'était un mouvement social ou pas, mais quand même de ce qu'est un mouvement, peut-être comment il est lu. Parce que vous savez qu'en fait, il y a eu cette mobilisation, elle montrait à l'évidence. Certains ont dit c'est une défiance, d'autres ont dit c'est une nouvelle forme de mobilisation plus ou moins populiste, etc. Enfin, on a vu pas mal d'analyses qui étaient quand même assez diverses et variées, mais avec un discours relativement critique. Une des choses qui m'avait marqué lors de ce mouvement, c'est que, notamment autour de l'école, les gilets jaunes, pas tous, mais en tout cas une bonne partie d'entre eux, avaient un discours très désenchanté vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire un discours dans lequel, pour résumer, disait finalement, auparavant, on avait cette promesse qui est de dire je fais des études, je vais avoir un emploi au moins comme celui de mes parents, alors qu'avant c'était plutôt l'ascension, mais maintenant même. Et là, on n'est même pas sûr que nos enfants vont avoir un emploi. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça voulait dire que le rapport à l'institution apparaissait comme un rapport critique vis-à-vis de quelque chose qui ne tient pas sa promesse. Et c'était quand même assez curieux d'entendre ce, qui était d'ailleurs pas dit par les médias, mais quand même, ce rapport de mobilisation. Et donc, vient cette crise sanitaire, qui n'est pas que sanitaire, parce que c'est une crise sociale. Pourquoi ? La principale observation qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, cette crise a fonctionné, comme, j'ai utilisé l'expression, comme un miroir grossissant des inégalités. C'est-à-dire qu'on a bien vu des situations là, pour le coup, quand il a fallu créer, maintenir ou créer la continuité pédagogique, les enseignants, les personnels d'éducation se sont rendus compte de l'épaisseur des inégalités qu'ils n'imaginaient pas. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait dire, on a des statistiques qui nous montrent, on le sait, des statistiques qui montrent évidemment qu'il y a des inégalités de réussite. Mais, exemple tout, on va dire, somme toute assez banal apparemment, connexion Internet. De voir qu'il y a des parents qui n'ont pas de connexion Internet. De découvrir aussi, dans une académie dont j'avais la charge, avant celle de Lille, qu'il y a des élèves qui se promènent avec des téléphones portables sans avoir d'abonnement. Mais juste pour montrer qu'ils sont comme les autres. Découvrir que avoir un chez-soi, un endroit chez soi pour pouvoir travailler de façon autonome n'est pas le propre de tous les élèves. Donc, ce moment-là où on découvre cette réalité humaine a amené d'ailleurs, c'est assez intéressant, que même des enseignants qui avaient parfois un discours, parce qu'évidemment, les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent, mais une partie d'entre eux, parfois, se disent évidemment, il faut quand même qu'on soit relativement exigeant vis-à-vis de nos élèves pour qu'ils apprennent, et réalisent que ça ne va pas de soi. Vous voyez, c'est ce moment qui convoque la nécessité d'une humanisation de la relation n'est pas un moment anodin.
Alors bien sûr, il faut espérer que ça dure, enfin, je ne parle pas de la crise, mais que ça dure en termes de regard différent sur les publics. On n'imagine pas. Et ça, c'est toujours intéressant voilà, c'est ces moments qui deviennent des analyseurs d'autres moments. J'ai toujours trouvé d'ailleurs que ces moments de crise ou d'interrogation nous amènent aussi à réinterroger un peu le fonctionnement de l'école ou le fonctionnement de nos institutions. Alors, miroir grossissant des inégalités. Troisième enseignement, l'occasion d'assister à une forte mobilisation des enseignants et des équipes éducatives, qui d'ailleurs a été très saluée et qui montre aussi que l'institution devient peut-être, il faut l'espérer, une institution un peu plus empreinte de bienveillance vis-à-vis des publics. Et je le dis d'autant plus qu'il se trouve, entre autres, dans les travaux qu'on a pu mener, j'ai été intéressé à un moment donné par la thématique de la bienveillance et de l'exigence à l'école, pour une raison très, j'ai envie de dire, très simple. Quand j'ai enquêté, vous avez parlé de la voie professionnelle tout à l'heure, quand j'ai enquêté auprès des élèves de lycées professionnels, pour aller vite, à peu près 700 entretiens étalés sur plusieurs années, et même jusqu'à aujourd'hui, quand je vais dans les lycées, j'échange avec les élèves, il y a une chose qui m'avait frappé, c'était que les élèves donnaient une grande importance à la qualité de la relation aux enseignants. C'est-à-dire, ils vous disent, je n'entre dans les apprentissages, ils disent pas de cette manière, mais si le professeur est sympathique, je peux éventuellement faire l'effort d'apprendre. Du coup, je me disais, quand même, c'est particulier d'entendre cela, beaucoup plus chez les élèves de la voie professionnelle, qui, pour 80% d'entre eux, se recrutent des milieux les plus modestes. Donc il fallait analyser aussi qu'est-ce qui, dans la relation aux enseignants, intervient dans le rapport au savoir chez les élèves. Bon. Et du coup, ça m'a amené aussi à dire, au fond, plus on va des milieux favorisés vers les milieux modestes, plus la qualité de la relation est déterminante dans les apprentissages. C'est pour cela que l'hypothèse d'une école à la fois exigeante et bienveillante m'a paru fondamentale. Alors bien sûr, il commence à y avoir des travaux aujourd'hui sur cette question-là, mais c'était aussi de dire, en fait, quand un élève apprend quand il est à l'école, il apprend toujours pour quelqu'un et dans la relation aux autres. Et donc rappeler ce principe, c'est aussi rappeler qu'effectivement, nous avons malheureusement parfois des élèves que l'école perd en route parce que justement il a manqué ces moments qui sont des moments fondamentalement des moments de reconnaissance. Et tous les individus, évidemment, sont en quête de reconnaissance. Mais comme l'avait dit un autre élève dans une CPGE qui était plutôt brillant scolairement, de toute façon, l'important, ce n'est pas que le professeur soit sympa, l'important, c'est qu'il me prépare au concours. Donc on voit bien que la relation n'est pas de même nature. C'était aussi pour dire que le confinement donc, a rapproché également les acteurs de l'école, notamment des familles. Et vous avez remarqué, les parents étaient très sensibles à cette attention, ce qui montre aussi que peut-être qu'il faudra qu'on fasse aussi l'inverse. L'école a fait le pas vers les familles, et nous savons que c'est un vrai débat assez récurrent sur la place des parents à l'école, dans une école, encore une fois, plus bienveillante, mais aussi qu'il faut repenser. Ce qui m'amène donc à la question suivante, la nécessité de l'institution, oui, mais laquelle ? Quel type d'institution on peut imaginer ? Alors, pour développer ce point, quand on parle de l'institution, il y a en fait différentes manières de concevoir l'institution. On peut la concevoir, quand on parle d'une institution, comme une structure qui a ses normes, qui a ses valeurs, qui impose des façons de faire. L'institution, donc, comme des structures et ressources qui organisent donc des rapports sociaux, qui participent aussi de leur renouvellement et de leur survie. C'était d'ailleurs ce qu'avait démontré, ce qu'avait dit un des fondateurs de la sociologie française, qui était Émile Durkheim, disait finalement l'école, comme la famille, ce sont des institutions qui sont là pour garder une certaine stabilité, donner des repères aux individus. Et c'est vrai qu'on peut concevoir que les institutions ont cette vocation qui est une vocation structurante, organisatrice, donc qui assure une certaine stabilité. Mais on peut aussi l'entendre, l'institution, comme quelque chose qui est au service d'eux, qui est une autre façon de définir l'institution. Quand on parle d'institution scolaire, dans mon esprit, je pense aussi à la question du service public, je pense aussi à la question du service rendu au public, et la question aussi de valeurs comme les valeurs de justice, les valeurs d'équité. Donc l'institution comme quelque chose qui répond à des besoins, mais qui est là pour
être présente et qui a une certaine permanence. Du coup, il faut qu'on ait aussi une autre définition de l'institution, une troisième, c'est de dire, au fond, et c'est là où je veux revenir avec vous sur un peu ce qu'on a observé, si il fallait tout décider du centre de l'institution scolaire, d'un État, on va dire, centralisé, on n'aurait pas pu faire face à la diversité des situations. Donc l'institution existe aussi par les acteurs qui la font. C'est pour cela que, dans ma conclusion, je reviendrai avec vous tout à l'heure, il nous faut aussi sans doute repenser la gouvernance de l'école, les modes de gouvernance de l'école. Un système qui est très centralisé. Bien sûr, nous sommes très attachés à l'État, à la reconnaissance des diplômes, la garantie, mais on s'aperçoit aussi que ce système n'est pas toujours très approprié pour être réactif. Et donc, ça demande aussi de nouvelles formes de régulation. Donc, les métiers du travail avec et sur les autres, comme le travail social, comme la santé, comme les soins, occupent une place centrale dans ce travail instituant, faire face aux situations et donner plus aussi, faire confiance dans les acteurs. Quand on s'interroge, j'ai eu l'occasion, peut-être que vous l'avez su, mais j'ai eu l'occasion quand il y a eu le Grenelle de l'éducation, qui avait été donc mis en place par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, j'avais eu l'occasion d'animer un atelier qui s'appelle Écoute et proximité, dans lequel il y a eu des échanges, des débats avec des organisations syndicales, des personnels, différentes catégories. Et ce qui m'a frappé au tout début, c'est le fait que les participants, ils étaient presque unanimes à dire il faudrait quand même que notre éducation nationale ne nous infantilise plus. Et entendre cette idée d'infantilisation, évidemment, je suis un peu surpris, je dis tiens, ça veut dire quoi? Et là, quand vous creusez, ça veut dire que si je prends des initiatives, il faut aussi qu'on me garantisse, comme pour les élèves, le droit à faire des erreurs. Et qu'on soit aussi capable de prendre des initiatives sans qu'on soit dans une forme de rapport un peu tutélaire. Et là, ça demande, vous voyez, c'est quelque chose qui demande évidemment une autre façon de concevoir l'école aujourd'hui. Et c'est une manière de dire que tout ceci vient du terrain et on voit bien qu'il y a effectivement des enjeux à retravailler aussi bien au niveau gouvernance qu'au niveau des relations humaines. Alors, puisque la question est de savoir une école, avenir et pourquoi faire, je vais rapidement énumérer quelques points. D'abord, une institution qui œuvre pour l'émancipation. Je suis très attaché à cette idée d'émancipation. J'y suis attaché parce que, alors je ne l'ai pas présenté, mais en fait j'ai une formation et mon cadre théorique et intellectuel, ça reste la sociologie, mais je ne suis pas... autant je peux être extrêmement sensible aux thèses de la reproduction, disant effectivement il y a de la reproduction sociale, nous avons des statistiques qui le montrent qu'il y a une reproduction sociale, des inégalités, autant je ne me limite pas à la reproduction. Je ne me limite pas à la thèse de la reproduction parce que je crois beaucoup aussi au fait que les individus ne sont pas totalement dominés et qu'il peut y avoir possibilité d'émancipation. Par exemple, les thèses de la reproduction, quand je dis reproduction, dans la version la plus light, c'est Pierre Bourdieu, et la version la plus dure, c'est les sociologues d'inspiration marxiste, comme par exemple Bernstein, ou des travaux de critique vis-à-vis de l'école, comme Claude Grignon, qui avait dit, par exemple, dans un livre il y a quelques années, l'enseignement professionnel, il est fait aussi pour domestiquer les futurs ouvriers et employés. Alors, évidemment, là, domestiquer, bon, quand on lit, on se dit il y a un petit problème. Donc, en fait, l'idée est la suivante, c'est de dire que l'école peut être émancipatrice. Ça veut dire une école qui autorise effectivement les individus à grandir intellectuellement et à s'émanciper d'un certain nombre de déterminismes. Ce qui m'amène à dire, et je fais une parenthèse là-dessus, que une des manières, quand on parle de déterminisme, je parle notamment, parce que j'ai affaire à des spécialistes, entre autres, de l'orientation ou de l'accompagnement des élèves. Par exemple, quand on dit les jeunes manquent d'ambition, en fait, ça n'est pas très éloigné de dire, finalement, c'est presque inscrit dans leur culture, c'est presque quelque chose de spécifique à ces jeunes. Et en fait, on oublie une chose, c'est que l'ambition n'est pas quelque chose qui se décrète. La mobilité n'est pas quelque chose qui se décrète. Il faut vivre des expériences. Il faut aussi qu'on se pose la question suivante. Quelle ambition nous avons pour les publics?
parfois on a aussi, je suis en train de lire un article pour l'expertiser, où la personne est en train elle a fait une enquête, chercheur, qui montre que parfois les conseils de classe, au lieu d'être un peu plus volontaristes pour dire, bon, ils entérinent. Et donc il y a une sorte de complicité qui n'est pas une complicité, c'est objectif, hein, c'est pas que les gens sont complices, mais dans les pratiques, on n'interroge pas suffisamment ces questions d'émancipation. Donc quand on parle d'émancipation, moi je reprends bien ce que dit un sociologue Rollo, qui dit finalement, c'est le fait de sortir du statut de minorité, le fait aussi une façon d'une situation de subordination, forme de servitude, une exigence du sorti du malheur, de pouvoir accéder à la dignité. Et donc, l'école comme institution doit bien sûr aider les élèves, mais quand je dis les élèves ne sont pas que des élèves, hein, on est bien d'accord, ce sont aussi des sujets, ce sont aussi des histoires. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais par exemple, quand on me disait, à l'époque quand j'ai enquêté, j'ai commencé à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, ici dans la région et région parisienne, à m'intéresser sur le rapport au savoir chez les élèves lycées professionnels, pour démontrer aussi que même quand ils sont issus de milieux populaires, il y a beaucoup d'élèves qui réussissent à l'école parce que justement la relation fait que ça donne du sens et donc il y a des éléments. Je m'apercevais à l'époque déjà qu'il y avait dans les filières industrielles, puisqu'on parle de réindustrialisation aujourd'hui en France, une majorité des élèves qui voulaient travailler dans les services, alors qu'ils étaient en électrotechnique par exemple, en mécanique. Si on ne fait pas le lien entre leur situation et le désastre industriel qu'a connu la région à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi ils se détournent justement de ces filières. Donc c'est une manière de dire que quand je parle de l'élève, vous avez compris, je ne parle pas de l'élève désincarné, c'est l'élève dans une histoire locale qui traverse cette expérience et qui peut aussi expliquer le fait qu'il se détourne de certaines formations ou de certains types d'interrogations, certains types de devenir possibles. Si on parle de l'évolution de l'école, il faut aussi qu'on s'interroge sur l'évolution de ce qu'on appelle la forme scolaire, qui est un concept utilisé par des sociologues, et notamment par un sociologue et historien qui s'appelait Guy Vincent, qui a utilisé cette notion de forme scolaire pour dire, en fait, nous avons bâti une école un peu selon à peu près le même modèle que l'Église historiquement, c'est-à-dire un espace séparé du monde, consacré par les savoirs, par une relation de savoir, qui est une relation qui met à distance le monde, y compris d'ailleurs les émotions. Et donc, on a eu une forme scolaire qui, en fait, pour résumer, quand Jules Ferry avait défendu l'école, l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, pour Jules Ferry, l'enjeu, comme pour l'institution de l'époque, c'est de s'adresser non pas à l'élève, mais à la raison de l'élève. Alors aujourd'hui, on ne s'adresse pas à la raison de l'élève. Si vous dites de s'adresser à la raison de l'élève, tous les élèves, évidemment, viennent différents. Et donc, une approche qui tient compte de l'élève réel devient un vrai défi pour l'école. Et donc, la notion de forme scolaire, c'est aussi d'essayer de repenser, justement, comment l'école peut, par exemple, aujourd'hui, sans abandonner ses missions, être aussi ouverte sur le monde. Quand les élèves disent, quand ils arrivent à l'école, comme vous le savez, ils vous disent, finalement, on va aussi sur Internet pour avoir des informations. Hein, l'école n'a plus le monopole de la transmission de la culture. Donc, quel dialogue on peut faire? Comment ouvrir l'école sans abandonner sa mission, hein? Mais quand Hannah Arendt disait sur l'école, la crise de la culture, l'école ne saurait en aucun cas être le monde, là on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué, parce que les élèves, ils sont là. Et donc, quel dialogue on peut faire? C'est pour ça que parfois, les enseignants, les équipes sont un petit peu désabusés parce qu'ils ont l'impression que les problématiques sociales rentrent à l'école et ils ne sont pas toujours formés ou en tout cas accompagnés pour y faire face. Un vrai défi sur la question notamment de cette ouverture. Et du coup, j'ai pris l'exemple du numérique, hein, qui interroge aussi sur la place du numérique dans les apprentissages. Et on a vu aussi que comme les élèves sont finalement familiarisés avec le numérique, alors avec des inégalités, on le sait, eh bien, ça veut dire aussi que ça demande de nouveaux savoir-faire de la part des enseignants. Et c'est pour ça aussi que la forme scolaire est interrogée. Je considère d'ailleurs que même quand on parle de l'école numérique, l'école virtuelle ne remplace pas le présentiel. Ça, pour moi, c'est important de le dire parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'enseignement hybride, enseignement à distance, mais on a vu jusqu'à quel point même les étudiants qui sont habitués souvent un peu plus que les élèves à être dans des amphis qu'on considère comme étant un petit peu des amphis un peu anonymes, ils avaient besoin d'une présence. Ils se sont inventés lors du confinement
des moments où ils pouvaient travailler ensemble. Ce qui veut dire que l'apprentissage collectif est aussi fondamental que la relation, on va dire, de face à face entre un enseignant et des élèves. Et donc ça m'amène à dire aussi que, bien sûr, il y a un certain nombre de questionnements qui restent à formuler, dans celui des collectifs professionnels. Comment travailler sur les collectifs, nouveaux collectifs, dans et en dehors de l'école. Alors, là aussi, il y a une rhétorique dans notre institution scolaire, c'est de dire aux gens qu'il faut travailler ensemble. Avec aussi les difficultés qu'on a à imaginer comment les gens peuvent travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il faut sans doute que nous repensions la division du travail à l'échelle des écoles et des établissements. Parce que vous savez qu'un des problèmes de notre institution, c'est que nous fonctionnons avec des corps professionnels. Je dis bien que c'est pas systématiquement un problème, mais ça veut dire qu'il peut y avoir, effectivement, parfois une sorte de séparation des fonctions qui conduit à dire, au fond, les conditions ne sont pas toujours réunies pour qu'on travaille ensemble, parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une division morale du travail. Moi, par exemple, personnellement, je le voyais déjà à l'époque, le travail scolaire d'un élève, quand je voyais des élèves individuellement ou même collectivement, ça me semblait être aussi du ressort du travail qu'on pouvait avoir en tant que conseiller d'orientation à l'époque pour accompagner au travail scolaire, que du ressort de l'enseignant, même s'il ne porte pas exactement sur les mêmes modalités. Or, la division du travail dans les écoles, elle conduit aussi finalement à ce que le collectif n'apparaisse pas comme une sorte de collectif réel, mais comme une sorte de juxtaposition qui interroge aussi sur les modalités dont on peut construire du collectif autour d'un objet, on peut dire un objet commun. Alors on a traditionnellement en sociologie, quand on parle de division de travail, on ne dit pas simplement une division sociale du travail, on dit aussi une division morale du travail. Division morale du travail, c'est quand on dit, quand je suis professeur, moi ce qui compte, c'est de transmettre des savoirs, c'est de faire cours. Participer à des réunions, ce n'est pas vraiment ma mission fondamentale. Et puis faire de la discipline, je renvoie au CPE. Je suis caricatural, mais c'est en fait la réalité qui est de dire il y a dans chaque activité professionnelle, il y a des tâches que les acteurs considèrent comme étant nobles et des tâches moins nobles. Et quand on considère que certaines tâches sont moins nobles, on les délègue à d'autres acteurs. Par conséquent, la question des collectifs induit aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure la confiance. Est-ce que notre institution est capable de faire confiance dans les acteurs et de dire qu'ils peuvent travailler ensemble et que le collectif ne doit pas être simplement une sorte de vue de l'esprit, c'est parce que nous savons aussi que le collectif, c'est ce qui permet aux individus, aux différents acteurs, d'être un peu, si vous voulez, mieux préparés à faire face aux changements, faire face un peu à un certain nombre de difficultés qui peuvent effectivement apparaître. Et donc la nécessité de penser la gouvernance du système éducatif, c'est un point sur lequel je reviendrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec quelques éléments. Alors rapidement, au niveau du temps, vous me dites si je tiens toujours. Peut-être simplement sur d'autres défis à relever, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Il y a la nécessité notamment d'une éducation à la santé et à l'esprit critique, clairement, c'est-à-dire on voit bien que, je disais tout à l'heure, le confinement a montré des réalités et que la question d'éducation à la santé ne doit plus être simplement une sorte de supplément d'âme dans notre institution. On le voit bien avec les problèmes que ça pose. C'est-à-dire quand on parle de santé, les emplois d'infirmiers scolaires, les emplois de médecins scolaires, on sait ce que ça donne dans notre maison. Et ça veut dire aussi qu'il y a un enjeu d'égalité des chances. C'est-à-dire que tout ceci renvoie aussi au fait que l'accumulation des difficultés sociales et économiques va de pair aussi chez une partie des élèves avec des problématiques liées à la santé, qui n'est pas que la santé scolaire. L'esprit critique, je l'ai dit tout à l'heure, et puis bien sûr, une éducation des élèves à l'esprit critique impose aussi de s'interroger sur comment l'école peut-elle former des citoyens, comment l'école aussi peut-elle travailler sur ce qu'on peut appeler l'administration de la preuve. Et encore une fois, c'est une manière de dire évidemment que tout ne se vaut pas. Je considère qu'un des dangers auxquels l'école est exposée aujourd'hui, comme finalement société majeure, c'est le relativisme. Je l'ai dit tout à l'heure et on pourrait y revenir, si vous souhaitez, lors de la discussion. Bien sûr, ça renvoie à la lutte contre les obscurantismes dans le cadre d'une éducation à la confiance. De la même manière, alors je passe un petit peu sur ce point, puisque c'est en lien avec l'esprit critique, pour dire aussi que peut-être qu'on réussira une école plus solidaire quand on repensera
la place de la coopération entre élèves dans les apprentissages, dont on sait aussi qu'elle peut avoir des effets sur l'acquisition des compétences psychosociales. Je fais une parenthèse là-dessus parce que vous êtes, j'ai affaire à des psychologues. Souvent, on utilise cette notion de résilience, de plus en plus la notion d'autodétermination. En sociologie, on parle de pouvoir d'agir. Et c'est une manière aussi de s'interroger sur les conditions de faisabilité du pouvoir d'agir. Quand vous interrogez les élèves en réussite scolaire, en général, ils se décrivent par des qualités autres que scolaires. Ils vous disent on fait de la musique, on fait de l'histoire, on fait du théâtre, on fait du sport, etc. Quand vous interrogez des élèves qui étaient en difficulté ou qui sont en difficulté scolaire, ils se décrivent davantage par l'école. C'est quand même une sorte de... C'est assez étrange. Donc ça veut dire évidemment que l'école marque des élèves, mais différemment. Et on a aussi un autre problème qui se pose, auquel, à mon avis, pour lequel on manque de recherche. C'est par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des projets des jeunes, c'est par exemple la question du rapport au temps. Il n'y a rien de plus inégalitaire que le rapport au temps. Les temporalités ne sont pas les mêmes. Vous avez des élèves qui se projettent plus loin, plus longtemps, parce qu'ils sont appuyés sur des expériences, et vous en avez d'autres qui sont au quotidien, au jour le jour. Et donc se pose la question, pourquoi je parle du temps? Parce que vous avez remarqué, quand vous parlez à des élèves sur, par exemple, leurs projets, beaucoup mettent plus en avant les obstacles que les facilités pour les réaliser. Ils intériorisent finalement l'incapacité d'eux. Et d'où vient cette intériorisation de l'incapacité? Elle vient en partie de la crise du modèle méritocratique en France. C'est-à-dire que quand on travaille sur le parcours des élèves, les évaluations qui sont faites pour les apprentissages ne sont pas vécues toujours par les élèves comme des évaluations pour les apprentissages. Elles sont vécues comme des évaluations qui classent, qui catégorisent. Comment on fait pour dépasser cela? Et ce que je dis n'est pas une découverte. Je vous envoie, si vous voulez aller plus loin, que même s'il est critiquable sur un certain nombre de points, mais par exemple Olivier Gallon, qui avait écrit un livre là-dessus sur la crise du modèle méritocratique, il montre qu'en fait, si les jeunes manquent de confiance, c'est parce que l'école n'a pas toujours contribué à ce qu'il y ait une confiance. Alors bien sûr, il ne dit pas qu'il n'y a pas que l'école, on est d'accord. La confiance, elle s'acquiert aussi par ailleurs. Quand je parle, par exemple, quand j'ai dit les élèves se décrivent par des critères autres que scolaires, nous savons, et j'ai des collègues, et on sait, les classes moyennes, ou les classes, on va dire, favorisées, catégories favorisées, elles développent des stratégies éducatives qui permettent de construire la confiance. Si vous faites une école de musique ou si vous faites du théâtre, vous passez des épreuves qui ne sont pas scolaires, mais qui contribuent à forger ce pouvoir d'agir. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut imaginer dans un système, une école, qui puisse aussi donner aux individus l'occasion de construire ce pouvoir d'agir, cette modalité notamment d'agir, de ne pas être finalement dans une forme de subir un quotidien dont on sait qu'il peut être effectivement désastreux sur le devenir des élèves. Et bien sûr, on peut mettre en lien, là il y a des interrogations sur ces compétences psychosociales, en lien avec d'autres concepts comme finalement sentiment d'efficacité personnelle ou ce que j'ai appelé tout à l'heure les anglo-saxons quand ils parlent d'empowerment comme étant une manière de faire. Donc une éducation à la confiance passe par une école humanisée, bienveillante et exigeante. Nous avions je parlais tout à l'heure du travail sur l'exigence et bienveillance qu'on avait fait avec Christophe Marcelier, un livre qui est paru en 2018. En fait, on a surtout donné la parole à des gens de terrain, c'est-à-dire à travailler avec des corps d'inspection, des psychologues, des enseignants qui mettent en place des choses, des actions pour pouvoir travailler avec leur public, pour favoriser justement à la fois une approche bienveillante et exigeante, et ça donne des résultats intéressants et même très intéressants. Ça veut dire aussi, quand on a terminé le livre, et je le dis, sans flagornerie ni démagogie, nous avions terminé, ça sera un peu, c'est un de nos projets par la suite, c'est aussi d'interroger l'humanisation de l'institution vis-à-vis de ses personnels, qui est aussi un point fondamental, parce qu'on se dit, évidemment, une école bienveillante, c'est aussi une école qui commence par l'être aussi, vis-à-vis de ses personnels et exigeante. L'éducation aussi à la confiance, au fondement de l'école démocratique, qui désigne donc un projet d'émancipation contre toute forme de domination. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une école aussi qui favorise le lien entre éducation et exercice de la citoyenneté. Là aussi,
je posais la question récemment, vous avez un dispositif qui commence à prendre, par exemple le service national universel. Quand vous prenez le SNU, il a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, on est d'accord, il y a quand même des stages de cohésion, il y a des moments extrêmement intéressants quand on observe les jeunes, quand on discute avec eux. Eh bien, vous vous apercevez que, pour le moment, France entière, ce sont souvent des élèves de lycée général et technologique, des élèves qui sont plutôt en réussite, qui y vont. Et donc, on n'a pas atteint l'objectif, qui est de dire qu'il faut faire vivre le SNU avec des populations très différentes, de façon à créer du lien, à créer aussi un apprentissage vivre ensemble et lutter un peu contre l'entre-soi. Ce qui veut dire aussi que l'exercice de la citoyenneté, c'est comme pour le CVL, évidemment, ça doit être exercé réellement, et donc réinterroger le fonctionnement même de nos instances, le fonctionnement même des espaces de parole, des espaces de participation des publics. Alors je ne vais pas développer ce point, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, cette notion d'inclusion réciproque. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon j'ai mis quelques références bibliographiques, c'est pour dire effectivement qu'on, paradoxalement, et contrairement à c'est pas, enfin, c'est de dire que l'inclusion est bénéfique pour tout le monde, parce que je sais aussi que les enseignants, les personnels, apprennent des élèves à besoins éducatifs particuliers pour travailler avec les autres élèves, de façon à ce que l'inclusion soit partagée avec des publics et soit aussi réinterrogée dans les milieux dits ordinaires. Autre défi, vous l'avez bien compris tout à l'heure, c'est cette question de mixité sociale, ou comment faire en sorte que les élèves habitent le même monde et partagent les mêmes chances d'émancipation intellectuelle. Quand je parle d'habiter le même monde, vous avez peut-être eu l'occasion de voir paraître un livre qui est, dont on en a parlé un petit peu, peut-être pas forcément dans les médias, mais dans les revues spécialisées, qui est le livre qui a été dirigé par Bernard Lahire, Enfance de classe, paru en 2019. Et si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce livre, en tout cas de voir la présentation qu'il fait de l'enquête, c'est une enquête par observation dans les écoles, dès l'école maternelle, auprès d'enfants qui sont scolarisés donc, et qui sont issus de différents milieux sociaux. Et il montre que dès cet âge-là, il y a effectivement des inégalités qui vont avoir des effets sur la suite. Des inégalités dans le rapport au langage, ça on a déjà des enquêtes effectivement qui l'ont déjà montré, des inégalités aussi dans le rapport, même le rapport aux autres, c'est-à-dire dans les interactions. Et c'est là où Lahire utilise cette expression que je reprends ici, qui est de dire, finalement, voilà des élèves qui habitent finalement, ils viennent de la même société apparemment, mais ils n'habitent pas le même monde. Et donc la question de la mixité sociale, ça ne doit pas être simplement une vue de l'esprit. Je l'ai dit récemment d'ailleurs aussi, dans un texte en disant finalement, quand vous êtes un enfant, par exemple en France actuellement, dans les collèges, les statistiques, les 40%, un élève de milieu favorisé, il compte au moins 40% d'élèves milieu favorisés dans sa classe. Et quand vous prenez un élève de milieu populaire, il compte au maximum 18% d'élèves mieux favorisés dans sa classe. Donc par conséquent, l'entre-soi se renforce. Il se renforce aussi quand on fait une comparaison entre public et privé, pour aller vite. Sachant que le privé, il y a privé et privé, hein, je généralise, mais il y a quand même cette dimension-là. Par conséquent, la question fondamentale se pose, c'est quel type de société voulons-nous? Est-ce qu'on veut une société qui favorise cet entre-soi dans lequel l'intérêt particulier l'emporte sur l'intérêt général, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui repense la mixité sociale? Et petite information, le CNESCO avait fait une enquête sur la mixité sociale entre les collèges, et il montre que ce qu'il appelle finalement la ségrégation interétablissement, elle est du même niveau que la ségrégation interclasse. C'est-à-dire que vous avez encore des établissements scolaires, collèges en particulier, où vous avez une concentration d'élèves de milieux favorisés dans une classe, une concentration d'élèves de milieux défavorisés dans une autre, sauf quand vous prenez les indicateurs de l'établissement, vous pouvez dire il y a tant d'enfants de milieu de catégorie cadre, catégorie ouvrier, donc là ça interroge. Alors bien sûr, c'est aussi pour dire, on peut entrer dans les détails, qu'il y a aussi des stratégies à la fois familiales, mais des stratégies aussi de lutte contre l'évitement qui font que... Bon. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu, et évidemment,
ne sera pas, qui ne sera pas installé. Donc je vais terminer par l'objectif de l'installation d'une réelle coéducation qui associe les parents. On l'a déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, et là aussi sur Ça va? Bon, très bien. Je crois qu'il était programmé pour que ça s'arrête, donc... donc... Alors, du coup, sur la coéducation, je voulais dire un mot, et puis après je fais une conclusion. C'est que, voilà, sur le... On sait aujourd'hui, comme vous le savez, que voilà, vous recevez des parents, il y a toutes les questions des implicites culturels, le fait que l'école, évidemment, n'est pas toujours accueillante. On fait ce qu'on peut, mais c'est toujours parfois un petit peu complexe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on travaille sur la thématique de la coéducation qui est apparue dans les textes à partir de 2013, c'est officiellement dire, au fond, notre école ne peut pas travailler sans l'appui des parents. Et donc, travailler avec l'appui des parents, ça interroge aussi sur des questions de malentendus. Quels sont les malentendus qu'on trouve lors de la relation. Quand on dit, par exemple, il faut aider votre enfant, on sait très bien que ça peut prendre différentes significations. Qu'est-ce que ça veut dire aider son enfant? Et donc, on voit quand même que la demande familiale d'école, demande parentale, n'a jamais été aussi forte, avec aussi ce besoin d'être accompagné, y compris par exemple pour comprendre les rouages de notre système qui n'est pas accessible ou qui ne sont pas accessibles à tous les parents. Quelque chose qui peut paraître effectivement banal à souligner, mais qui interroge aussi sur les a priori. Et donc, évidemment, comme je l'ai promis tout à l'heure, interrogeons-nous sur ce que j'appelle la nécessité de repenser la gouvernance du système éducatif. Alors, quand on parle de gouvernance du système éducatif, contrairement à ce qu'on peut dire, là encore, on sait que l'école a évolué, qu'il y a eu différentes évolutions historiques et qu'il y a effectivement pour résumer rapidement, on a eu en fait 3 étapes dans l'histoire du système scolaire. Il y a eu une première étape qui est de dire l'État était un État éducateur, un État qui forme, un État qui instruit. C'était la première étape. Fin des années 50, l'État devient aussi un État développeur, c'est-à-dire un État qui prévoit les emplois, qui prévoit les formations. C'est le début justement de la création des filières professionnelles en masse, dire on prépare aussi à l'emploi, on prépare à l'insertion, etc. Et puis sont arrivées les lois de décentralisation des années 82-83, plus la décentralisation Acte 3, 2003, etc. Et donc qui ont donné naissance à d'autres acteurs qui émergent. Je donne un exemple très concret puisqu'on y est aujourd'hui. La loi de transformation, la loi dite le choix ou la liberté de choisir son avenir, 2018 qui a fait du bruit, c'est une loi importante qui donne une importance aussi aux acteurs locaux, notamment pour le développement de l'apprentissage, le développement de la formation professionnelle, etc. Par conséquent, on voit qu'il y a de nouvelles régulations qui voient le jour. Et peut-être la difficulté du système, c'est que c'est un système qui historiquement est centralisé. Comment faire pour tenir compte des réalités locales sans abandonner le projet d'égalité des chances? Comment faire pour dire, c'est vrai, quand j'avais enquêté il y a quelques années sur les missions locales, c'était très frappant, je me disais, c'est quand même, selon que vous soyez en région Nord, Pas-de-Calais à l'époque, ou la Normandie, vous n'avez pas les mêmes chances d'accéder à un diplôme parce que les priorités n'étaient pas les mêmes selon les acteurs locaux. Et donc, par rapport à un modèle national qui est universel, se pose quand même des questions. Et en même temps, vous concevez bien que gouverner par le centre, évidemment, offre aussi quelques paradoxes et en tout cas quelques insuffisances. Je pense que la crise, elle amène à s'interroger pour repenser la confiance qu'on fait dans les acteurs de terrain, pour mieux les accompagner. Et vous avez remarqué que la notion d'accompagnement a pris le pas aujourd'hui dans le discours, en tout cas. Ça reste aussi à définir. Je ne sais pas ce que nous entendons dans l'institution par la notion d'accompagnement. On a de la recherche là-dessus. Mais politiquement, que signifie accompagner les acteurs de terrain tout en autorisant ces acteurs à prendre des initiatives, sans être forcément dans un modèle strictement libéral au sens économique du terme. Donc la crise a montré que la gouvernance, évidemment, elle a ses limites.
Ça ne peut plus être du seul ressort de l'État, c'est aussi des acteurs de terrain, c'est aussi un système moins centralisé qui suppose d'autoriser à expérimenter. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Ils disent, si jamais je fais quelque chose, ça ne marche pas, bon, on voit bien que... Donc là aussi, il y a encore du travail à faire et on voit qu'il y a encore du chemin. Et par conséquent, je propose une conclusion, je terminerai là-dessus, pour une conclusion provisoire, parce qu'il y aurait tant de choses à dire. D'abord, la première chose, c'est que dans le monde qui vient, pour aller vite, une institution instituante, j'y tiens beaucoup, une institution plus humaine, une institution aussi qui est capable de donner aux acteurs donc, les moyens pour conserver, notamment pour mettre en œuvre des valeurs comme l'entraide, pour faire aussi que l'école soit inscrite un peu plus dans son temps. Sortir de la question aussi évidente que fondamentale, à savoir à quoi sert l'école. Quand je dis à quoi sert l'école, je reprends un peu ce que me disaient les élèves, en disant à quoi sert de faire l'histoire, faire de la mathématiques, etc. Donc c'est la question du sens qui se pose. Et je pense que dans notre système éducatif, peut-être qu'une des raisons qui explique en partie pourquoi parfois les réformes ont du mal à prendre, c'est l'absence de sens. Et on ne voit pas très bien le sens. Pas toujours lisible ou compréhensible. Je prends un exemple très concret. L'école du socle, elle a fait beaucoup de bruit. Vous vous en rappelez, c'est très récent. Si on avait expliqué que l'école du socle est plus exigeante que l'école antérieure, qu'il y a une différence entre se dire nos élèves sortent avec un niveau 3e ou nos élèves sortent après avoir validé un niveau 3e, ce n'est pas du tout la même chose. Si on avait en plus expliqué que dans une société comme la France, qui donne beaucoup d'importance au diplôme, l'école ne peut plus se considérer que celui qui réussit, réussit, celui qui ne réussit pas, ne réussit pas, et donc il faut quand même s'assurer que nos élèves sortent qualifiés. Dans la mesure où ça devient une obligation, vu qu'un élève aujourd'hui... Alors, on est dans une période de reprise économique, mais c'est du provisoire, on sait bien. Donc, sur le durable, sortir avec un diplôme, c'est mieux que sortir sans. Et dire qu'un élève, en moyenne, met 10 ans avant de trouver un emploi s'il sort sans qualification, ça donne du sens de dire, effectivement, travailler sur les compétences, c'est s'assurer que les élèves les ont validées. Et donc nous, ce que nous savons faire souvent, c'est plutôt les débats byzantins entre compétences et connaissances, des problématiques à non pas en finir, et on voit que c'est parce qu'il y a un manque de sens. Et je trouve que là aussi, par rapport à la gouvernance, ça serait quelque chose à développer. Et donc, sans minorer sa mission d'émancipation, finalement, l'objectif de l'école, c'est bien de faire preuve de réactivité, d'adaptation, on l'a vu, mais aussi de donner du sens au monde dans lequel ils vivent et dans lequel, évidemment, ils auront à occuper une place. Alors, je passe un peu sur ces points parce que ce serait bien qu'on puisse avoir un temps d'échange. Et là, je vois que... Sinon, elle va couper le micro, vous avez remarqué. Donc. Voilà, merci pour votre attention. Je termine là-dessus. Merci beaucoup pour toute cette richesse. Donc, on vous invite aux questions. Moi, je dirais juste, je vous donne tout de suite la main, je vois qu'il y a une collègue tout de suite. Je vous dirais juste, je vous remercie sur toutes ces questions, sur tout ce que vous avez amené, la question de l'institution. Et juste pour un échange, un partage, j'ai échangé mardi avec les collègues sur la question de cette place de l'institution et le fait que des enseignants ne passent plus le concours et nous, des psychologues, peuvent ne plus passer le concours. Et je partageais avec les collègues, moi je travaille dans des situations complexes, des jeunes suivis qui peuvent être suivis par la PJJ, l'ASE ou quoi que ce soit. Et je disais aux collègues combien, pour moi, ce travail vraiment pouvait se faire de façon en profondeur parce que j'étais dans une institution scolaire de l'éducation nationale et que c'est cette institution qui me permettait vraiment d'avoir le temps de pouvoir travailler, de connaître tous les rouages ou quoi que ce soit, et que si j'avais été une psychologue qui n'avait pas cette connaissance de l'institution, il me manquerait énormément de choses pour pouvoir avancer. Et que si j'étais en libéral toute seule dans mon cabinet, je ne pouvais pas travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Et quand c'est de plus en plus complexe, on a besoin du pluridisciplinaire, mais même dans notre façon de penser, en termes de partenaires, en termes d'axes théoriques, on a besoin du pluridisciplinaire et que c'est véritablement l'institution qui peut permettre ça. Mais en tout cas, voilà, cette institution dont vous parlez, humaine et bienveillante. Donc voilà,
je pourrais en dire plein de choses. Et que du coup, en termes de référence, on pense tout de suite à KS et les institutions, et la question de crise, rupture et dépassement, où on en retire forcément des choses positives. Donc je laisse la main à la collègue pour ne pas prendre trop la parole. Donc je pense qu'il y avait une collègue qui voulait intervenir. Je ne sais pas s'il y a des... Ah, ou c'est lui. Oui, alors, merci beaucoup. J'ai retrouvé dans vos propos des choses que j'ai entendues juste avant l'été dans une formation au plan national où il y avait l'intervention justement de Monsieur Marcelier et qui parlait des vulnérabilités. C'est vrai que je retrouve dans vos propos, et j'avais retrouvé dans les propos aussi de Monsieur Marcelier, inspecteur général, hein, comme vous, beaucoup de choses qui peuvent, des références théoriques, des axes de pensée par lesquels je pourrais me laisser bercer. Sauf que actuellement, en tant que professionnel, étant en établissement, je suis plutôt près d'un mur. Donc vous imaginez bien, quand on est bercé près d'un mur, vous connaissez l'expression. La question que je me pose, c'est justement, vous dites cette école plus humaine, mais avec moins d'humains, comment on fait? Très concrètement, des lycéens professionnels qui n'ont pas de professeurs, et je pense que vous connaissez très bien la situation. J'ai eu des discussions avec des inspecteurs de l'enseignement technologique qui disent que partout, c'est-à-dire qu'avant on avait la région parisienne, je suis de Seine-Saint-Denis, on avait du mal, mais maintenant, même en Bretagne, même partout, on a du mal. Donc on a des classes entières sans professeurs. Là, dans une ville, Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, à la rentrée, 200 élèves dans une seule ville, sans enseignants. Et je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé, on va dire, 9 enseignants, comme ça. Et si on en a trouvé, quels enseignants? C'est-à-dire que et j'ai l'impression, en discutant avec les collègues, que c'est une situation qui se généralise. C'est-à-dire que nous, on était un peu en avance, on va dire, en Seine-Saint-Denis, puis dans d'autres endroits. Hein. J'ai la conscience aussi que dans d'autres régions, on avait ce problème-là. Et je me dis, comment on fait actuellement pour continuer, et là je vous interroge personnellement, continuer à penser de cette façon l'école, avec des objectifs qui sont louables, qui sont intelligents, qui s'entendent, qui sont référencés, sans penser que c'est du complexe, que c'est des questions complexes, et qu'on ne peut pas mettre des professionnels recrutés parce que comme ça, ou pas du tout de professionnels, c'est-à-dire que cette école bienveillante, quand il n'y a pas de prof, elle est où la bienveillance? Donc commençons par ça. Et ça me faisait penser en fait au problème qu'on a actuellement avec les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, on sait qu'il n'y a pas eu assez de techniciens formés de haut niveau. Il n'y a pas eu de transmission entre les techniciens pendant un bout de temps. On n'en recrutait pas assez. Après, on a été recruter des personnels qui venaient de Pologne, sauf que ce n'étaient pas les mêmes centrales électriques et ils ne parlaient pas la même langue et donc il n'y avait pas de transmission. Actuellement, on ne va pas aller chercher des gens qui ont installé eux-mêmes leur ballon d'eau chaude à la maison pour les centrales nucléaires, mais peut-être pour les entretenir. Donc, cette question il faut amener de l'humain, et je me souviens très bien de M. Blanquer amenant ce mot d'humain dans Parcoursup, plus humain, plus transparent, ce mot d'humain, mais qui nous fait mal quand on est de moins en moins d'humains et de moins en moins de professionnels au sens qui a des compétences. Je finis là, mais des enseignants qui ne connaissent pas leur métier d'enseignant, comment ou des psychologues qui arrivent et qui doivent s'acclimater au contexte, comment peuvent-ils faire pour aborder de façon aussi complexe, et on est bien dans le complexe dont on a parlé ce matin, toutes ces questions transversales. Et là, je vous le pose. Je sais que vous êtes IG, vous êtes dans la réserve, c'est filmé, donc vous avez le droit aussi de me dire, je vous dirai ça après. Mais comment on fait avec cette question du recrutement et de la formation? Voilà, merci. Je vais... Alors, moi, j'avais, puisque j'ai le micro, j'y vais, puisque, voilà, j'en profite.
Moi, j'avais, je dois dire, en vous entendant, quand même quelques inquiétudes par rapport aux défis que vous tracez pour l'école. Alors, je comprends bien, en entendant la fin de votre propos, qu'on ne doit pas avoir exactement la même définition de l'institution comme étant instituante. Mais moi, je me demande quand même, en ayant entendu les déclarations dernières du président de la République sur les innovations de Marseille en grand, sur les projets d'autonomie locale, notamment sur la formation professionnelle. Je me demande comment est-ce qu'on peut renforcer l'institution en affaiblissant les règles collectives et les cadres collectifs pour tout le monde. Est-ce que finalement le discours sur l'égalité des chances reste du discours et que en fait ce qu'on met en place est différent? Deuxième point que je voulais évoquer, vous avez parlé beaucoup de l'inclusion et de la nécessité d'un travail de pédagogie coopérative, etc. Moi, ça m'interroge aussi quand même, parce que pour travailler avec les collègues encore, je vois qu'ils sont quand même complètement surchargés par une médicalisation de l'échec scolaire qui vise en fait à essayer de bilanter et mettre des étiquettes sur les difficultés scolaires rencontrées par les enfants davantage qu'un travail qu'on pouvait faire encore il y a quelque temps. C'est-à-dire aujourd'hui, pouvoir se réunir en tant que professionnel autour de la situation d'un élève, ça devient quasiment impossible. Je ne parle même pas de la désaffection et de la déception face à la manière dont se passent les conseils de classe. Parce que les conseils de classe sont quasiment tout bouclés avant que les gens ne soient réunis. Et donc, on y va pour quoi faire, en fait. Troisième élément aussi, sur le projet et la réussite, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Ce n'est pas le projet qui fait réussir. Mais comment, dans ce cas-là, concevoir qu'on va mettre en place des dispositifs qui vont priver quand même quelques élèves, pas n'importe lesquels, de 5e, de 3 heures d'enseignement par semaine, pour pouvoir découvrir les métiers. Et enfin, sur la question des collectifs de travail et du fait de faire confiance aux professionnels, j'avoue que tout ce qu'on a entendu là, durant ces journées très, très enrichissantes et importantes, montre que ce dont souffrent les collègues aujourd'hui massivement, c'est justement des attaques contre les collectifs de travail, du délitement des collectifs de travail, et donc on n'en est même plus à essayer de faire confiance aux gens. La question, c'est qu'il y ait des collectifs qui puissent effectivement fonctionner. Et ce qu'on observe, c'est que la mise en place en fait, d'un type de fonctionnement, alors qui a été renforcé par le numérique, certes, mais où on est dans l'urgence, dans la réponse individuelle, rend les gens beaucoup malades, que les procédures aussi obligent à appliquer un certain nombre de choses qui n'ont pas de sens. Et bon, il suffit de voir la situation. Enfin, il y a beaucoup de contractuels chez les PIEN, mais il y en a aussi beaucoup qui nous lâchent au bout de 3 mois. Merci. Je vous laisse répondre avant de continuer. Alors, si je disais que je n'ai pas de solution, vous ne serez pas étonné. Par contre, je vais quand même dire une chose par rapport à la première question sur comment faire. Je pense que si on veut répondre aux défis qu'on doit relever, c'était un peu l'objectif de mon propos, c'est de dire rien ne remplace une approche bien informée des réalités de terrain. Et les réalités de terrain, c'est aussi d'essayer de s'interroger. Moi, je trouve, effectivement, c'est le sujet que vous abordez sur le manque d'enseignants face à des classes, manque de personnel, n'est pas indépendant de la question de l'attractivité des métiers, qu'on a vu d'ailleurs quand j'ai évoqué un peu le Grenelle. Je trouve que le Grenelle d'éducation, il était certes une préparation institutionnelle. On le comprend avec l'idée, le projet de dire, au fond, on va instaurer une GRH proximité. C'était un petit peu mais ce serait quand même bien. Je trouve que ça avait cette valeur. Et honnêtement, c'était vraiment
et notamment dans les ateliers, si vous avez eu peut-être l'occasion d'aller voir, c'était vraiment une vraie illustration de ces réalités. La question qui se pose après, c'est comment on peut faire pour que au niveau politique, au niveau de l'action, on tienne compte de ces réalités pour l'attractivité. Et ce que je constate, par exemple, c'est que quand on fait des enquêtes aujourd'hui sur la qualité de vie au travail, vous savez qu'il y a effectivement toute une attention portée un peu, pas seulement au RPS, mais de façon plus générale. Ce qu'on voit, c'est que en fait, les questions, certes, il y a des questions, par exemple, de rémunération qui reviennent, mais c'est aussi des questions de qualité, c'est la qualité de vie de travail. Est-ce qu'on a un espace qui rejoint d'ailleurs la question de est-ce qu'on a des espaces où on peut travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des espaces où on peut aussi échanger, où on peut aussi se poser? Et si on ne résout pas le problème de l'attractivité en repensant à la fois les questions d'attractivité financière, mais la question aussi des conditions de travail, on en arrive à ce que, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, on a déjà des travaux là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, c'est vrai, à l'inspection générale, quand on fait des rapports, on s'appuie aussi sur l'apport de, bien sûr, on fait des enquêtes de terrain, l'apport de la recherche, mais évidemment, le politique, voilà. Ce sont des décisions politiques dans un contexte contraint où on ne sait pas comment faire pour qu'on accueille notamment les enseignants. Je suis intervenu récemment, juste avant les vacances, je suis intervenu auprès de professeurs contractuels, dont certains ont fait le choix en disant « j'abandonne » métier dans les entreprises parce qu'on veut enseigner. Ce qui était intéressant parce que ça permettait de voir que dans un contexte aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui se présentent au concours. On a quand même des personnes qui souhaitent devenir enseignants et qui sont pleins d'aspirations. Si notre institution ne leur réserve pas un temps d'accueil, de formation digne de ce nom, et ça revient un peu à la question de la formation et d'accompagnement, je crois qu'on raterait effectivement une ressource importante. Et du coup, informer de ces réalités de terrain, montrer aussi que, moi je vois bien effectivement selon les territoires, il y a des établissements, et ce que je trouve parfois dramatique, c'est effectivement des enseignants des classes où il n'y a pas d'élèves qui ne sont pas forcément les classes les plus favorisées. Donc en clair, on peut aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas aussi des établissements plus ou moins attractifs, des établissements, enfin, toute la question que vous connaissez sur l'attractivité de métier. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même qu'on traite de réalités concrètes. Et malheureusement, notre institution, elle fait parfois en sorte de fonctionner comme si tout allait bien, alors qu'évidemment, je partage ce que vous dites sur ces réalités, et que la pire des choses, c'est le travail empêché dans lequel on peut mettre les acteurs et qui peut effectivement être dans une situation de contradiction. Donc c'est un choix. Et quand je dis un choix, à partir du moment où on va réfléchir sur comment on attire des enseignants, des psy-UN formés, accompagnés, et encore une fois en pensant à la fois les conditions de travail, mais aussi rémunération et carrière, on pourrait peut-être espérer apporter une réponse. Voilà, c'est un peu la question de la remarque, quoi. J'en profite, une virgule. Je profite de votre présence dans le sens plus humain et voilà, et se rendre compte des réalités. Pourriez-vous taper sur l'épaule de quelqu'un pour dire ça serait bien que les psy-UN soient retirés ou qu'il y ait des aménagements par rapport à l'obligation vaccinale et qui, du coup, par contre-coup, touchent aussi leur personnel administratif et vident certains services ou les empêchent de fonctionner normalement, ce qui a été obtenu par d'autres ministères. Ah oui, oui, alors à ce moment-là, ce qui serait bien, c'est que, je pourrais en parler par la suite, mais il y a effectivement des instances que vous pouvez saisir pour faire cette demande. C'est fait depuis 2 ans. Merci. Il y avait peut-être réponse pour Catherine sur effectivement la question de l'autonomie, etc. Moi, je pense que il est clair que, je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, je parlais de la mixité sociale. Dans un texte récent que j'ai fait paraître, je suis revenu un peu sur la mixité sociale en disant que, par exemple, quand il y a eu l'assouplissement de la carte scolaire en 2007, ça a été une catastrophe comme résultat. C'est une manière de dire effectivement qu'il y a un enjeu qui est de souligner qu'une école libérale, au sens économique du terme, est une école qui crée des inégalités. Et énorme, c'est-à-dire qu'on le sait aussi, c'est-à-dire qu'on a et qui se renforce
parfois d'une complicité. On voit par exemple sur les établissements les choix des familles, les dérogations, etc. Donc ça veut dire que malgré tout, quand on parle de l'école, une école qui est pensée uniquement comme institution fermée, sans penser les autres acteurs, l'interministérialité pour faire effectivement à la fois une évolution finalement de l'offre de formation, un travail aussi sur l'attractivité des territoires. Enfin, toutes ces questions-là, ça ne peut pas être une affaire. Je veux dire, encore une fois, l'idée de dire que l'école doit contribuer à l'égalité des chances, elle ne peut y contribuer que quand un certain nombre de conditions sont réunies. Et donc, c'était un peu l'idée. Donc, alors, je réponds un peu en complément à votre question sur... vous avez demandé aussi la question des collectifs qui fonctionnent. Des collectifs qui fonctionnent, le problème, encore une fois, c'est les écarts entre ce que l'institution demande et la réalité. Quand on prend, par exemple, l'auto-évaluation et l'évaluation des établissements, c'est un bel exemple. On voit qu'il y a une entrée par l'auto-évaluation qui suppose des collectifs professionnels, et vous découvrez effectivement que c'est là où vous découvrez, les enseignants vous disent à juste titre, mais à quel moment on se réunit, sous quelles conditions, autour de quel objet de travail. Et voilà, sociologue que je suis, je dirais très vite que en fait, ce qui est agaçant, c'est les écarts qu'on peut avoir entre des injonctions institutionnelles et de la possibilité de le faire. Donc, nous nourrissons nos réflexions par des observations de terrain, ce qui permet de montrer les écarts qui peuvent exister entre ces éléments. Et encore une fois, quel type de société voulons-nous à travers une réflexion sur l'école et sur le fait que les acteurs puissent travailler ensemble dans des conditions qui valorisent. Par exemple, quelle est la place que nous faisons quand on fait des visites d'inspection au collectif pour le valoriser et le reconnaître. Et je crois que les acteurs aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de bienveillance vis-à-vis des acteurs de l'école, ils ont besoin de reconnaissance qui passe déjà, comme j'avais déjà dit par ailleurs, par la connaissance des situations réelles de ces acteurs. Qu'on ne puisse pas avoir des discours un peu surplombants et un peu déconnectés, quoi. Alors sur l'inclusion, je pourrais en dire autant, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas suffisamment mesuré finalement les défis que l'inclusion suscite aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple de réfléchir à cette notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est des profils tellement divers qu'on regroupe dans une catégorie, voilà, avec le risque que vous soulignez parfois de médicalisation. Et on sait que, autant vous parliez tout à l'heure des services sociaux, services médicaux, nous devons faire l'effort aussi de s'ouvrir sur ces services pour les connaître, mais ils doivent aussi s'ouvrir sur ce que nous faisons dans les écoles pour avoir une culture un peu partagée, quoi. Il y avait une question, je crois, ici. Bonjour, peut-être une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de corps et de division du travail. Ce qui pourrait peut-être être aussi entendu comme au sein d'une institution scolaire, chacun a sa tâche, ses missions, sa façon de penser, et que parfois aussi ça peut être un empêchement, une richesse, mais parfois aussi un empêchement à travailler ensemble. Et ça me fait penser que la question de l'orientation, c'est quelque chose de très transversal, dont s'emparent beaucoup de personnels de l'institution scolaire, avec des missions, des attentes qui sont de plus en plus lourdes du côté des enseignants. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'évolution des personnels. Je voulais vous demander, en tant qu'inspecteur général de l'éducation, comment vous voyez l'évolution des personnels. Est-ce que vous envisagez plus, puisque vous partagez avec nous votre vision de l'école, une école avec un peu un modèle anglo-saxon de l'enseignant qui a une polyvalence de tâches et on partage ces tâches-là, et sur le champ de l'orientation, il y a du monde, hein. Vous avez parlé tout à l'heure, quand une tâche n'est pas très noble, les gens la laissent de côté. Il faut croire que la question de l'orientation, elle est très noble, parce que beaucoup de gens sont intéressés. Ce qui peut être interrogé aussi, parce que quand on parle d'orientation au sens de sélection, c'est toujours un peu négatif, et pourtant ça intéresse beaucoup de monde. Donc, pour revenir à ma question, par rapport à votre façon d'envisager l'évolution des personnels, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers une école où l'enseignant va effectivement avoir de plus en plus de rôles à jouer, ou est-ce que vous êtes attaché à la spécificité de certains personnels qui font que, comme les psychologues de l'éducation nationale, les assistants sociaux ou les médecins,
Est-ce que tout le monde va faire un peu de tout, ou est-ce que vous croyez en une école où l'enseignant va aussi pouvoir s'appuyer sur des personnels spécifiés qui pourront apporter leur savoir-faire aux enseignants, aux élèves, aux familles, puisque ce qui nous rassemble, c'est la qualité du service public rendu. Merci. Alors, évidemment, directement, je vous dirais que la réponse, c'est que je crois aux compétences des uns et des autres. C'est-à-dire que, de mon point de vue, les individus ne sont pas interchangeables et les compétences ne sont pas interchangeables. Quand on est spécialiste, psy-UN, qu'on a un domaine de prédilection, y compris d'ailleurs au niveau de l'orientation, c'est une expertise. De la même manière, l'enseignant, il a des expertises disciplinaires, il n'y a pas de raison qu'il y ait une confusion des rôles. Alors, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Ce qui peut être intéressant, c'est, si on prend par exemple les enseignants, c'est de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir, il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas de CPE. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas de CPE, la vie scolaire est traitée aussi par les enseignants qui font un travail aussi d'écoute, d'accompagnement. Bon. C'est un modèle qui peut être choisi. Moi, je n'ai pas envie de dire ici, c'est moins bien qu'ailleurs. Par contre, quand j'ai parlé de la vision de travail, ce qui me paraissait important, c'est qu'en fait, ça n'est pas par hasard que j'ai parlé des corps, en fait. C'est parce que nous avons... ce qui pose problème dans notre institution, c'est que nous avons intériorisé cette idée que de toute façon, il y a des experts, donc confions aux experts. Alors qu'on pourrait aussi imaginer, c'est pour ça qu'il y a à travailler ensemble, puisque je vais revenir un peu sur l'orientation comme exemple, on peut imaginer des temps d'échange pour dire, moi en tant qu'enseignant, moi en tant qu'infirmier ou en tant qu'assistant social, je peux apporter une contribution pour accompagner, mais l'expert, ça reste l'expert en orientation, psychologue, etc. Donc c'est le fait de se dire, pour créer une culture commune, il faut qu'on partage du commun. Et c'est vrai que l'orientation, elle a souvent fonctionné comme une thématique dont chacun, a priori, pourrait s'en saisir. Et moi, je ne pense pas que chacun puisse s'en saisir parce que ça demande des compétences spécifiques. Parce que derrière même la notion d'orientation, j'avais écrit un texte là-dessus, je trouve que nous avons un système qui fonctionne comme, j'ai utilisé cette notion de distillation fractionnée, en disant que l'orientation, c'est une machine qui crée du ressentiment, qui crée aussi des inégalités, et que dans cette conception-là, nous, on veut une conception un peu plus humaine, qui accompagne les individus dans l'élaboration de leurs projets, et qui suppose aussi un travail de connaissance de ce qui est proposé, pas seulement en termes d'information, mais en termes aussi d'évolution et de possible. Et donc, la question qui se pose, c'est, au fond, tant qu'on ne s'intéresse pas à ce que fait le collègue, on reste toujours dans des rapports juxtaposés au métier. Et quand j'avais enquêté sur les élèves de la voie professionnelle, j'en parlais tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'était pas seulement de faire des entretiens avec les élèves, c'était aussi d'aller voir comment les élèves apprenaient quand ils étaient en classe. Donc assister. Et je voyais les conditions de travail sous un autre angle, et voir aussi les subtilités stratégiques mobilisées des enseignants pour intéresser leur public, et m'apercevoir aussi que, pour le coup, l'idée selon laquelle ces élèves, parce qu'ils étaient orientés, ils allaient avoir des difficultés, je m'apercevais que ce n'était pas du tout le cas, certes pour une partie d'entre eux, mais que beaucoup, parce qu'il y avait des pédagogies plus appropriées, ils commençaient à donner du sens. Et on pouvait travailler avec l'enseignant en disant, voilà, je connais un peu les réalités. Et en fait, le problème de notre institution, c'est que chacun considère qu'il n'a pas forcément de légitimité à aller voir ce qui se passe, alors que ça crée aussi des dynamiques, et ça pourrait être intéressant d'y travailler. À donner une petite anecdote, et je terminerai un petit peu là-dessus. Il y a quelques années, j'étais au concours des recrutements des professeurs documentalistes, et j'avais en face de moi une candidate qui avait un très beau parcours, elle maîtrisait parfaitement le numérique et elle pouvait travailler avec les élèves sur justement l'autodocumentation, la recherche documentaire via le numérique. Mais je lui dis, mais alors, est-ce que par exemple, imaginons si l'année prochaine vous êtes stagiaire et qu'on vous propose de faire une animation de stage, intervention de stage auprès de collègues enseignants psy-UN sur l'utilisation du numérique pour l'autodocumentation, elle me répond, 23 ans, 24 ans, donc elle est entrée dans la fonction, mais au nom de quoi est-ce que je pourrais animer un stage? Donc il me faut le statut
pour le faire. En fait, derrière, c'est je suis dans mes fonctions, je n'ai pas, entre guillemets, de leçons à donner aux autres. Ça veut dire que nous avons des représentations qui font que c'est ça l'idée de corps. Hein. Et donc, si je réponds à votre question, il n'est pas question de dire tout le monde sait faire tout. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Il y a de l'expertise, mais peut-être sur l'orientation, et ça c'est quelque chose que j'avais observé il y a déjà quelques années, chacun a son mot à dire en disant moi je peux le faire, y compris un marché qui se développe de l'orientation dont on sait sur les conseils payants pour dire nous on va vous proposer de l'orientation, et là c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs ce que aborde Bernard Desclaux dans son dernier livre sur les CIO. Je rajouterais juste au regard de ce que vous venez de dire et de ce que dit la collègue, c'est vraiment, nous, notre spécialité, c'est de travailler en équipe. Pour pouvoir travailler au mieux avec les élèves, c'est vraiment de travailler en équipe et dans la question de, effectivement, qu'est-ce qu'a pu faire l'enseignant, qu'est-ce qu'a pu faire le CPE ou qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'on va apporter en plus. Et ce que je rebondirais par rapport à ce que pourraient dire les collègues, c'est-à-dire vraiment la question de vous parliez de temporalité, mais quelle est notre temporalité? Est-ce qu'on a le temps? Et c'est vrai que pas dans une revendication, mais c'est un principe de réalité, c'est-à-dire qu'un psy-EN pour 2000 élèves, je ne sais pas combien, les collègues diront mieux que nous, qui font que, effectivement, est-ce qu'on va être là le jour J pour travailler en équipe? Je pense que c'est vraiment cette question-là, parce que travaillant avec des adolescents, on est obligé d'avoir une pratique intégrative, avoir vraiment un objet large, et on a une habitude, et dans nos formations, vraiment, on est formé pour ça, pour pouvoir échanger avec le chef d'établissement, avec l'enseignant, l'entendre et l'étayer au plus pour pouvoir travailler au mieux avec cet élève. Mais c'est vraiment cette question de la temporalité, et on voit combien, effectivement, ce psy-EN formé dans cette institution, c'est une particularité, mais je pense que c'est la question du manque, de se dire non, il n'est pas là, alors que il veut bien, mais voilà. Donc je rebondirai, voilà, juste par rapport à ça. Il y a mon collègue à droite qui voulait poser une question. Une question qui a été abordée hier avec Yannick Salman, qui est chef de projet emploi et industrie au Shift Project, et qui est revenu là subrepticement dans votre présentation sous la forme des questions socialement vives de l'école, qui ont pénétré l'école, celle du genre, du harcèlement et de l'environnement. Dans les critères de choix des élèves qui sont accompagnés pour en faire, donc il y a les intérêts, tout un ensemble de choses, et l'accompagnement consiste à voir avec eux, ces élèves, lesquels peuvent être retenus. Pourrait-on imaginer un jour que ces accompagnants, dont les psy-EN, pourraient considérer que dans les critères de choix, il y a l'empreinte carbone ou énergétique du métier qu'ils envisagent? Parce qu'on sait que certains métiers ont un impact lourd sur la planète aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un des critères qui pourrait être abordé? Si oui, comment et quand? Alors ça, je pense que de toute façon, en termes parce que ça pose en fait plusieurs questions. Il y a d'abord la question d'éducation au développement durable, à l'environnement, qui fait partie des questions socialement vives. C'est des questions qui rentrent à l'école pour dire quel type de citoyen voulons-nous pour l'avenir. Et on voit que les jeunes générations sont très sensibles à ces questions-là, beaucoup plus qu'auparavant. On l'a même vu, vous avez remarqué, des diplômés de grandes écoles qui ont dit finalement, nous on refuse ce modèle. Donc ça pose aussi un modèle, quel type, finalement, par ce biais-là, première question, quel type de société voulons-nous, avec quel type de citoyens? Et le fait de voir des jeunes très sensibilisés, ça veut dire que ça va ouvrir, et là ça répond à la deuxième partie de la question, une réflexion sur, au fond, est-ce qu'on va former en tenant compte de l'empreinte carbone en fonction des métiers, dont on sait aussi que ce sont des métiers qui vont évoluer par rapport à des besoins, par rapport aussi à des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Et donc, s'il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans cette évolution, c'est aussi de dire, et répondre un peu en lien avec la question du rôle des psy-EN, qu'ils sont aussi en phase avec leur temps. C'est-à-dire qu'on est dans une approche à la fois prospective, à la fois citoyenne. Et quand je parlais tout à l'heure de l'émancipation, dans mon esprit, c'est aussi l'émancipation intellectuelle par rapport aux formations, par rapport à une logique de formation tout au long de la vie, qui n'est plus le modèle adéquationniste qu'on a pu imaginer à un moment donné. Et là, on voit bien les défis à relever, parce qu'il y a le travail qu'amène le psy-EN, mais aussi inscrit, comme vous disiez, dans une communauté. Quel est le rapport des milieux professionnels sur la place qu'ils vont faire à ces jeunes en termes d'éducation?
se pose aussi la question d'autres, finalement, de quel modèle nous essayons de promouvoir. Donc on peut imaginer effectivement de l'avenir dans cette direction-là. Si. À plusieurs reprises, vous avez abordé la question du relativisme et de la démocratie. Oui. Un vaste sujet, mais est-ce que vous voulez en dire quelque Alors, chose? oui, en fait, le relativisme, non pas le relativisme culturel, hein, parce que le relativisme culturel, c'est une approche qui consiste à dire, évidemment, toutes les cultures ont leur propre légitimité. C'est le relativisme d'un certain nombre d'idées. Par exemple, le fait de dire que finalement, une opinion vaut une vérité scientifique. Et quand vous dites une opinion vaut une... C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure le cas notamment des débats sur le vaccin. On avait plutôt des débats d'opinion qui pouvaient apparaître, donner à des élèves, jeunes ou moins jeunes finalement, des arguments l'illusion qu'il valait une explication scientifique avec une démonstration. Et là, on voit tout le chemin, parce que quand des élèves vous disent « je l'ai entendu à la télévision, j'ai vu cette information », c'est pas du tout la même chose que de dire « je me suis appuyé sur une enquête avec des constats vérifiables, testables ». Là, on voit bien le chemin qui reste à parcourir. Donc, en fait, le relativisme, c'est dans ce sens-là, hein, qui peut être extrêmement dangereux, en fait. Oui. Une collègue. Là, ouais. Voilà, bonjour. Je voudrais en fait un petit peu témoigner à l'issue des questionnements qui ont eu lieu en tant que psy-EN. Hein. Ce qu'on vit réellement sur le terrain, c'est que, bon, on parlait tout à l'heure d'émancipation. L'école, pour moi, c'est vrai que c'est un lieu qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis très fière. La seule chose, c'est que sur le terrain aujourd'hui, je me retrouve face à des situations où je me sens infantilisée dans mon travail. Mais pas que moi, hein, je pense que c'est tout un collectif qui subit cette pression, qui est infantilisé. On parle d'émancipation et donc ça vient bien se situer dans un paradoxe. Hein. C'est quand même une recherche de l'école et pour autant, on vit l'inverse. On vit aussi au niveau du collectif une forte pression qui fait qu'on n'arrive plus à se reconstituer, à essayer de s'organiser, à se penser ensemble. C'est plus possible. Donc c'est vraiment un témoignage du terrain qui vient, c'est criant de difficultés, mais à mettre en place ce qu'on promeut et qui ne peut pas se faire sur le terrain, parce qu'en plus, on vit des choses plutôt descendantes, on n'arrive pas à le faire de façon plus transversale. Et pour autant, on se bat tous les jours pour mettre en place des activités qui vont permettre, parce que la cible reste les élèves et les enfants, mais quand le corps est malade, qu'est-ce qu'on peut faire dans la transmission? Je trouve que ça, c'est très compliqué. Et voilà, et on n'arrive pas à trouver d'alternatives possibles, puisqu'on parle quand même de tout ce qui vient polluer. On n'arrive pas à trouver cette alternative-là. On a un nuage et cette chape de plomb, on n'arrive pas à la dépasser. Comme du mauvais temps, quoi. Voilà. Évidemment, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a dans le propos notamment sur le travail des acteurs au niveau du terrain. Quand je parlais tout à l'heure du collectif, évidemment, encore faut-il qu'il soit possible, hein, on est bien d'accord, c'était aussi de dire, si notre institution essaie de promouvoir le collectif, il faut qu'elle mette en place les conditions pour ce faire, et surtout qu'on évite le travail empêché. Hein, finalement, on évite ces injonctions, on dit « yaka », et on s'aperçoit que sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, notre institution, c'est le projet, hein, quand je parle d'une institution plus humaine, c'est bien aussi une institution qui soit au plus près de ces réalités, qui connaisse un peu ces réalités, qui essaie de rapporter des réponses. Je partage assez ce que disait un philosophe qui travaille un peu sur la lutte pour la reconnaissance, qui était Axel Honneth, qui dit finalement, aujourd'hui, l'enjeu majeur de nos sociétés modernes, c'est la reconnaissance. Or, pour qu'il y ait reconnaissance, il faut d'abord qu'il y ait connaissance du terrain. Et quand je parlais tout à l'heure du fait d'observer, de faire remonter, hein, par exemple, évidemment, nous, à l'inspection générale, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des remontées de terrain. Et par exemple, ce que vous dites sur les difficultés de travail,
on le voit aussi à différents niveaux. C'est-à-dire que les corps d'inspection vous disent la même chose. Vous trouvez aussi le fait d'avoir une multitude d'attentes, une intensification des tâches, comme disent les sociologues. Et du coup, ça crée, non seulement ça déstabilise les identités professionnelles, autour de, mais en même temps ça crée aussi une sorte de déception, voire de frustration par rapport à ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que, vous voyez bien, au niveau du ministère, il y a une prise de conscience depuis 2 ans qu'on parlait de la RH proximité, mais ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'on voit bien que la question de l'attractivité des métiers se pose, clairement, et que cette attractivité, elle oblige, encore une fois, à avoir 2 entrées, à la fois une entrée en termes de carrière, d'accompagnement à la carrière, au sens aussi de professionnalisation, mais aussi une approche en termes de qualité de vie au travail. Ce qui reste encore, voilà, un sujet, quand on parle de qualité de vie au travail, et comme vous le savez, c'est un sujet majeur pour pouvoir effectivement apporter des réponses pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions et soient aussi reconnus. Voilà. Donc, évidemment, on essaie d'y œuvrer, mais voilà, il y a des comptes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais vous pouvez me dire, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de care, c'est pas par hasard. Dans ce de care qui nous revient un peu des pays anglo-saxons, c'est-à-dire prendre soin et être attentif à, non pas dans une logique médicale, c'est parce que tous les métiers du travail sur et avec les autres, travail social, dans la santé et dans l'éducation, deviennent des métiers extrêmement tendus et ça demande évidemment une attention particulière. Je n'ai pas la solution aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, merci de votre intervention, de vos réponses. Je pense qu'on va en rester là, puisque là, je vais donner la parole à Dijon et Sylvie. Voilà. Merci beaucoup.